comment rendre justice à ces savoirs sans les transformer, sans les absorber puis les redigérer. C'est vraiment un problème épistémologique de base. Je dirais que c'est un vieux problème, c'est le problème d'accès à la littérature. Bon, je dis c'est un vieux problème parce que c'est quand même déjà un peu maîtrisé. Hein. Avec l'arrivée des sci-hop, les choses ont un peu changé. En contact avec Sci-Hub pour la première fois lorsque je faisais le master parce que je devais chaque fois aller à l'AUF pour commander des articles. Je voulais juste dire qu'en 2011, c'était une base de données avec 10 millions d'articles. Maintenant, il y a 87 millions d'articles en libre accès. Quant à la question de savoir ce que deviendrait ma carrière et mon travail d'enseignant-chercheur si on supprimait Sci-Hub, et je commencerai un peu plus loin en demandant même si je serais devenu enseignant-chercheur sans Sci-Hub. Bonjour, je m'appelle Loïs Olina. Je suis née au Cameroun dans une maternité de Marois, une année que je préfère garder secrète. Comment est-ce que je me suis retrouvée devant ce micro pour parler d'Alexandra El-Bakian? Eh oh, je suis là. Ah oui, je reprends. Comment est-ce que nous nous sommes retrouvés dans vos oreilles? Bonjour, je suis Rouski Rosine. Je suis née quelque part dans une petite ville du sud du Tchad appelée Fienga. Cela fait 4 ans que je suis au Cameroun dans le cadre de mes études. Rosine et moi sommes étudiantes en communication. Dans le cadre des travaux dirigés du cours d'édition scientifique et d'éthique du savoir, il nous a été demandé de produire un podcast autour de cette question. Doit-on abattre Alexandra El-Bakian ou lui décerner au contraire un prix Nobel? Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dimac Tailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Bon, il faut qu'on vous l'avoue tout de suite. C'était la première fois que nous entendions parler d'Alexandra El-Bakian. Certains parmi nous ont même failli avaler leur langue en prononçant le nom El-Bakian. Normal, Loïs. Nous sommes plutôt habitués à prononcer des noms africains, à l'instar de Pamao, Ben Goto, Laobela, Pram, Punto, Rouski. Vous l'avez donc compris. Notre premier contact avec Alexandra El-Bakian se fait sur le terrain de l'information scientifique et technique. La condamnation nous renvoie d'emblée à un problème d'éthique, mais le visage innocent de cette jeune fille nous a fait sursauter lorsque nous avons appris qu'elle s'était opposée aux géants de l'industrie de l'édition scientifique. Ah, la pauvre. Sur Twitter, nous avons retrouvé les origines de la question qui constitue la trame de cet épisode. Le 28 novembre 2021, Alexandra El-Bakian adressait une réflexion à la titosphère. Greta Thunberg, an ecology activist, seriously considered for Nobel Prize. Alexandra El-Bakian, a person behind a project that enables science worldwide, used by millions of researchers, not even mentioned. What the Traduction. Alexandra El-Bakian s'étonnait de ce que l'activiste écologiste Greta Thunberg était une candidate de poids pour le prix Nobel 2021, alors que sa propre contribution pour le monde de la science n'était même pas considérée. Dans le tweet qui a été partagé plus de 1500 fois et a obtenu plus de 10 000 likes, El-Bakian se présentait comme la personne qui a facilité le travail des millions de chercheurs à travers le monde. C'est donc littéralement un paradoxe de vouloir mettre au supplice une jeune dame qui dit avoir facilité le travail de nos scientifiques. Dans les moteurs de recherche, le nom Alexandra El-Bakian est associé à la plateforme SciHub. Qui est Alexandra El-Bakian? Quel est son parcours académique? Qu'a-t-elle fait pour mériter la guillotine? Vous écoutez la Boucane des Savoirs. Pour ne rater aucun épisode, merci de vous abonner à notre podcast. Parlez-en autour de vous et partagez-le dans vos différents réseaux pour nous soutenir.
L'épisode que vous allez suivre est présenté par un tandem. Rouski Rosine et moi-même, Loïs Solina. Nous parlons aujourd'hui d'Alexandra Elbakian, qui est une figure importante du mouvement du libre accès. Laobela Isatou s'est déjà installée devant notre troisième micro pour nous parler de cette grande figure. Comme on dit par ici, Tchabama Laobela. Midjabi Loïs, bonjour Rouski. Bonjour Laobela. Alors, Alexandra Elbakian, c'est tout un livre. Comment en parler en très peu de mots? Pour comprendre son influence sur la science moderne, j'ai choisi de m'appuyer sur 4 bornes temporaires. Premier arrêt, le 6 novembre 1988, la jeune Elbakian voit le jour dans la ville d'Almaty, au Kazakhstan. Élevée par une mère célibataire qui était elle-même férue d'informatique, elle a été baignée sur le plan idéologique dans les idées communistes. J'ai pu supposer d'ailleurs que cet héritage socialiste a probablement influencé sa vision du monde. La petite Kazakh, qui deviendra plus tard l'enfant terrible du monde de l'édition scientifique, a été biberonnée aux ordinateurs, au métalangage et à la pratique informatique par sa maman. Telle mère, quelle fille peut-on le dire? À l'âge de 12 ans, Alexandra Elbakian s'essayait déjà à la programmation. 2 ans plus tard, la geek commettait son premier acte de piratage informatique. En 2010, Alexandra Elbakian s'envole pour l'Allemagne où elle ira étudier les neurosciences. Il faut dire qu'elle n'a jamais été loin de l'informatique puisqu'elle se proposait déjà, dans son projet de recherche, d'étudier le rapport entre le cerveau humain et la machine. C'est dans ce contexte qu'elle a pu observer qu'il y a dans le monde scientifique une demande croissante d'articles dont l'accessibilité est conditionnée par le paiement d'une certaine somme. Ce sont certes des sommes à la portée des étudiants boursiers des universités des pays développés, mais mis bout à bout et à l'échelle d'une bibliographie conséquente, cela représente une petite fortune. La facture serait encore plus salée si elle devait être payée par un doctorant ou un chercheur du Sud qui finance très souvent leurs travaux de recherche sur des fonds propres. À bien t'écouter, s'il fallait vraiment payer la facture, la recherche africaine allait encore sérieusement décroître dans les classements internationaux. Effectivement, Loïs, je me suis essayé à une psychologie à 2 balles. Lorsque je me documentais sur le sujet, je suis arrivé à la conclusion qu'Alexandra Elbakian avait probablement été bouleversée par ce type d'injustice cognitive. J'ai alors supposé que l'héritage communiste de son Kazakhstan natal ne s'accommodait pas à la violence du capitalisme que nous impose le système monde. J'imagine que c'est à ce moment du podcast que tu as prévu de nous parler de Sci-Hop. Merci de me tendre la perche, Rouski. Le 5 septembre 2011, la plateforme Sci-Hub, SCI-HUB, était officiellement lancée. C'est par abus du langage que je qualifie ce lancement d'officiel, puisque Sci-Hub est un site pirate qui fonctionne sur un mode participatif. De manière tout à fait anonyme, les chercheurs et les citoyens du monde entier qui sont abonnés aux grands éditeurs tels que Springer, Elsevier, Wiley ou Taylor & Francis envoient gratuitement leur identifiant à la plateforme qui se charge ensuite d'aller récupérer les articles scientifiques publiés par ces grands éditeurs. On parle là des millions et des millions de contenus dans les disciplines telles que la médecine, la biologie, la chimie, mais aussi les sciences humaines et sociales. Et là, c'est le prix Nobel que tu dessines comme ça. Mais c'est un peu complexe tout ça, puisque la plateforme oscille entre l'illégalité et l'utilité. Les anonymes qui contribuent financièrement au fonctionnement de Sci-Hub ou par le biais du piratage sont par définition des partisans de la science ouverte. Coûte que coûte, ils poursuivent l'utopie de rendre les données et les résultats de la recherche scientifique accessibles à tous. L'idée étant que la science est un bien commun et que toute la société devra en profiter. Le 5 septembre 2021, la plateforme fêtait ses 10 ans. On écoute. Je voulais juste dire qu'en 2011, Alexandra Elbakian, fondatrice de Sci-Hub. c'était une
base de données avec 10 millions d'articles. Maintenant, il y a 87 millions d'articles en libre accès, ce qui est un accroissement assez impressionnant. En parlant de discipline, j'ai compté, pour la dernière fois, à l'occasion de l'anniversaire du projet. Quand j'ai téléchargé sur le site 2 337 000 nouveaux articles, j'ai décidé de voir quelles sont les disciplines les plus représentées dans cette base de données. Il s'est avéré que c'est la médecine qui est en tête, avec 398 000 articles, suivi par les sciences de l'ingénierie, 184 000, puis la biochimie, la génétique, la biologie moléculaire, 170 000, puis les sciences sociales, la physique, l'astronomie, les matériaux, la science des matériaux, la chimie, puis seulement l'informatique, l'écologie et les sciences humaines. Donc pourquoi on va faire de la recherche? Et moi, pour moi, c'était clair. Je vais faire de la recherche pour changer le monde. Comme on le sait dans le libre accès, le principe est le suivant. Quand c'est gratuit, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paye. Je me suis alors demandé comment Sci-Hub faisait pour tenir alors que sa fondatrice ne roule pas a priori sur de l'or. Si je me souviens bien, sur la page d'accueil, il est écrit que le projet existe grâce aux dons. Il y a même un lien Bitcoin où vous pouvez envoyer votre don. Et ainsi, dès le départ. C'est-à-dire, lorsque le site venait d'apparaître, j'ai d'abord essayé d'y afficher des publicités. Mais cela rapportait vraiment très peu et gâchait sensiblement l'apparence du site. Alors, je les ai retirés. Puis, les utilisateurs du projet eux-mêmes m'ont demandé d'ajouter un lien pour qu'ils puissent envoyer de l'argent pour soutenir le projet financièrement. Sci-Hub menace sérieusement le modèle économique des mastodontes de l'édition scientifique. Au regard de l'activité de la plateforme, on peut estimer qu'ils perdent des millions et des millions de dollars US par jour. Pour protéger leur business, les grands éditeurs savants ont lancé la contre-attaque. Nous sommes exactement en 2015 lorsque débute le premier procès contre la plateforme et la personne d'Alexandra Elbakyan. Aux États-Unis, par exemple, Elbakyan a été condamné à verser 15 millions de dollars à l'éditeur Elsevier. Un autre gros procès a été ouvert en Inde. Là-bas, il est principalement question de bloquer l'accessibilité de la plateforme en passant par des fournisseurs d'accès à Internet. Dans la plupart des pays d'Europe, il a été pensé des politiques pour amener les acteurs de la recherche scientifique à délaisser l'approche illégale revendiquée par Sci-Hub. Sacré Elbakyan, on dirait Davida devant Goliath. Oui, j'ai bien dit Davida. Pour les défenseurs, le libre accès, Elbakyan est une sorte de Robin de Bois. On l'a parfois comparé à Edward Snowden, l'ancien employé de la CIA et de la NSA, qui a rendu publiques les informations classées trop secrètes. Bon, en résumé, comment la plateforme fonctionne et qui en sont les utilisateurs? Selon un petit article de Brian Owens publié dans Nature le 22 février 2022, les Chinois sont les plus gros utilisateurs de Sci-Hub. Pour le seul mois de janvier 2022, elle enregistrait plus de 25 millions de téléchargements contre moins de 10 millions pour les États-Unis et un peu plus de 5 millions pour la France. Dans la plupart des cas, ces téléchargements s'opèrent via des réseaux privés virtuels appelés VPN. L'adresse web de Sci-Hub est constamment modifiée pour faire face à la riposte du camp adverse. L'accessibilité est plutôt facile dans plusieurs pays africains. Il suffit d'une simple requête Google pour voir la plateforme apparaître dans les résultats. À l'aide d'un lien ou d'un DOI, il est possible de télécharger gratuitement sur Sci-Hub un article qui à la base était payant. Aucun pays africain ne figure toutefois dans le top 10 des gros utilisateurs de Sci-Hub. La plateforme reste tout de même extrêmement importante pour les chercheurs du continent. J'ai compilé un certain nombre d'informations avec lesquelles je vais vous quitter. À bientôt. À bientôt, Lovilla. J'ai été en contact avec Sci-Hub. Yannick Wakep, ancien chercheur à l'université de Ngaoundéré. Pour la première fois lorsque je faisais le master, parce que je devais chaque fois aller à l'AUF pour commander des articles. Bon, c'est vrai que c'était subventionné là-bas, mais ça coûtait quand même cher parce qu'il fallait payer par rapport au nombre de pages. Ça pouvait atteindre quelques milliers de francs, alors que les étudiants n'ont pas de bourse. Oh, ces articles que nous devrons lire. Aretouyab Zakari,
ancien chercheur à l'université de Chiang. Parce que proche des normes où nous voulons aussi publier les nôtres, et était vendu à un prix allant de 35 à 50 euros l'article. Les informations reçues auprès de nos banquiers, pour acheter un article de 35 euros, tu peux te trouver en train de dépenser jusqu'à 200 euros, dont des frais que la banque devait couper, autres. Je dirais que c'est un vieux problème, c'est le problème Tieno Melatagia, ancien chercheur à l'université de Maroc. D'accès à la littérature. On avait la possibilité, et c'est comme aujourd'hui, d'avoir accès à tout ce qui est open access. Là, il y a pas de souci. Mais par contre, où il fallait une souscription pour pouvoir avoir accès à la littérature, alors là, on était buté. Il fallait forcément avoir quelqu'un à l'étranger qui est dans une université. Ces réseaux sociaux, si Hub fait pour nous, quoi fait pour nous est énorme. C'est incommensurable. C'est incommensurable. Et bien évidemment, on comprend alors que sans ça, on serait pas devenu enseignant-chercheur. Et par ricochet, sans ça, notre carrière est mal partie. Donc pour moi, je pense que par rapport à l'environnement, là où je suis passé, je suis allé au Sénégal, au Congo, au Cameroun où je suis. Quand je vois le rythme d'utilisation de Sci-Hub, je me rends compte vraiment que c'est un site qui aide beaucoup les jeunes chercheurs. Ça a beaucoup boosté la qualité de la recherche au niveau de la recherche de la bibliographie. Il y a un système de partage tout à fait banal, hein, mais qui a carrément révolutionné la façon de faire la recherche pour nous autres. Donc je pense personnellement que j'aurais fait un travail de 50% moins de qualité en termes de recherche bibliographique s'il n'y avait pas eu Sci-Hub. Voilà. Donc pour avoir accès à de la littérature récente ou alors très récente, même dans ce pays-là, on est obligé de faire recours à Sci-Hub. C'est ce qui explique un peu que vous voyez des pays où on n'a pas des soucis de financement de la recherche, avoir autant recours à cette plateforme-là qui est un peu une forme de plateforme de piraterie. Hein. On va tout dire, c'est illégal, mais le jeune chercheur n'a que ce moyen-là. Et personnellement, je pense que la recherche devrait trouver des moyens, la communauté des éditeurs devrait trouver un moyen pour que un jeune chercheur ne soit pas limité par le fait qu'il n'a pas les moyens, alors qu'il est brillant. C'est le réseau social, et c'est la déclaration universelle, c'est pas ce que je veux faire, on peut dire que c'est la charte universelle de la démocratie scientifique, oui, pour moi. Vous écoutez la Boucan des Savoirs. Combien d'années encore les scientifiques devront payer pour publier ou avoir accès aux résultats de la recherche? Quelle est la place du citoyen dans ce dispositif qui fait de l'argent sur le dos du chercheur? L'invention d'Alexandra Elbakian est semblable à un plomb visé dans l'aile des éditeurs lucratifs. Pour son site, l'inventrice a choisi un corbeau noir qui tient à son bec une clé rouge. On ne peut s'empêcher de penser à ce fromage que Maître Corbeau tenait à son bec dans la fable « Le corbeau et le renard » de Jean de La Fontaine. Si le corbeau d'Alexandra Elbakian venait à lâcher sa clé comme le fromage du corbeau de La Fontaine, alors là, le mouvement du libre accès en souffrirait certainement. Plus que la perte d'un simple fromage, cela signifierait que certains chercheurs ne pourraient plus avoir accès aux publications payantes. Comment ne pas rapprocher les procès intentés à Alexandra Elbakian aux flatteries du renard? Dans la fable du mouvement du libre accès, les géants de l'édition scientifique représentent symboliquement cet animal. L'œuvre le plus secret est d'obliger le corbeau d'Elbakian à laisser tomber la clé du libre accès. Sci-Hub, c'est aussi l'histoire d'un mauvais film d'espionnage. À la création du site, la plupart des utilisateurs étaient géolocalisés en Russie et en ses environs. Il s'est très vite profilé l'idée d'une guerre économique qui visait à mettre en mal les intérêts privés américains. L'entrée en scène du FBI et de la NSA est le signe que l'affaire est prise au sérieux aux États-Unis. Après la fermeture du compte Twitter de Sci-Hub,
Les services secrets américains sont allés fouiller dans le compte Google d'Alexandra Elbakyan pour percer le mystère de cette invention qui prône l'ouverture totale des résultats de la recherche. L'illégalité de SciHub est un fait, mais sa contribution dans l'évolution de la science dépasse très certainement les millions de dollars qui vont dans les poches d'une poignée de fortunés. Alors je m'interroge, la communauté scientifique ne serait-elle pas en train de trahir la dernière volonté d'Alfred Nobel en refusant de couronner Alexandra Elbakyan? Du succès, des succès. Alexandra Elbakyan, fondatrice de SciHub. Ou encore de recevoir un prix Nobel. À coup sûr. La fille terrible du Kazakhstan continue à dynamiter les barrières qui empêchent les chercheurs et les citoyens du monde entier d'avoir librement accès aux publications payantes. Aspirante chercheuse en sciences humaines et sociales, la probabilité est faible que Rouski, Laobela et moi devenions des utilisateurs de SciHub. En travaillant sur ce podcast, nous avons réalisé la chance que nous avons d'avoir accès à des millions de publications gratuites dans les domaines qui nous intéressent. Vous venez d'écouter la 4e livraison de la Brocante des Savoirs, un épisode consacré à Alexandra Elbakyan. Entre illégalité et utilité, chacun peut se faire sa petite idée sur la plateforme. La brocante n'est pas un tribunal pour condamner. Elle peut néanmoins suggérer des idées pour une meilleure démocratisation des savoirs. Merci à tous ces citoyens et citoyennes du monde qui nous ont envoyé leurs messages d'encouragement au lancement de ce podcast. Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous conseillons vivement de vous abonner à notre balado pour ne pas manquer les prochains épisodes. La brocante des savoirs est disponible sur Google Podcasts et nous espérons qu'il sera bientôt accessible sur d'autres plateformes d'écoute. Laissez-nous vos réactions en commentaire. Vous pouvez liker l'épisode et le partager dans vos différents réseaux. Cet épisode a été présenté par Loïs Olena et moi-même, Rouski Rosine. La conception, la réalisation et le montage ont été effectués par Gilbert Babena. C'est que le positivisme, il est institutionnalisé dans le fonctionnement même de l'université. Laobela, Bemgoto, Pamao, Pram, Tinyabe, Punto, Hamza, Asei, Wawatai, Zumtigay, Idrissa, Dobalbe, Denemadi, Ndjolbo, Moussalbay et Doudou ont contribué à la recherche documentaire sous la coordination de Gilbert Babena. Bientôt pour les prochains épisodes. Bye bye. 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 Merci à Loïs et à Rouski qui ont tenu la boutique le temps de cet épisode. La voix que vous écoutez en ce moment est la mienne, bien évidemment, et je suis Gilbert Babena. J'ai repris la main au bas de cet épisode pour mentionner un certain nombre de crédits sur lesquels repose votre podcast. Je veux dire merci à l'artiste Ralin Ganmo, qui nous a autorisé à piocher dans son répertoire musical pour construire l'identité sonore de votre brocante des savoirs. L'identité visuelle, quant à elle, est une création de l'artiste Yvan Gassam. Ah, chers amis, je vous dois une, mais sans alcool, bien évidemment. Le générique de ce podcast a été floqué des extraits de la dernière conférence donnée par Florence Piron. Cette grande militante du libre accès nous a quittés le 21 avril 2021. Dans cet épisode, vous avez aussi écouté une citation sonore du titre « Le Jugement » performé par Diams dans le groupe Tandem. Je remercie chaleureusement Eric et Sonotine de la City University New York qui nous a gracieusement offert une licence du logiciel Reaper avec lequel cet épisode a été monté. Eric est écrivain et chercheur en sciences humaines et sociales. Je vous recommande chaudement son dernier livre intitulé « L'antiracisme rend-il heureux ?» paru en 2022 aux éditions Hernam. J'espère qu'il viendra en parler dans cette brocante. Les interventions d'Alexandra Elbakyan que vous avez entendues ici ont été tirées du Grand Labo. Il s'agit d'un podcast vidéo sur les sciences qui est présenté par Mathieu Rouault et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous écoutez la Brocante des Savoirs. Ce podcast, c'est la boutique des savoirs brocantés. Ils sont en libre accès et le seront toujours. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. C'est une révolte, quoi. Une révolte contre ces savoirs élitistes. J'ai toujours senti qu'il y avait d'autres savoirs intéressants et qu'on en avait besoin pour avancer. C'est pareil dans la recherche, dans la science.